Bonjour, nous allons voir ensemble la supervision. À quoi servent les logiciels de supervision? À collecter des infos en temps réel sur des sites distants, à visualiser l'état et l'évolution d'une installation avec des alarmes, à assister l'opérateur et à l'aider dans son travail, et à fournir des données pour atteindre des objectifs de production. La supervision et la Manufacturing Execution System, ou MES, sont en étroit lien. Dans la supervision, nous allons retrouver tout ce qui est synoptique, donc vue de l'installation, tout ce qui est alarme, tout ce qui est changement de recette, tout ce qui est archivage et paramétrage, qui est directement en lien avec le processus. Et donc tout ce qui est MES, nous allons trouver tout ce qui est traçabilité, suivi de production, tout ce qui est maintenance, etc. Et qui est plus en lien avec tout ce qui est la partie gestion d'entreprise. Revenons un peu sur l'historique de la supervision. En 1960, la supervision n'existait pas. À l'époque, nous faisions les parcours de l'installation à pied, donc nous appelions ça des rondes. En 1970, il y a eu l'apparition des premiers synoptiques muraux. Il y a eu d'ailleurs un accident à la centrale nucléaire de 3 Miles Island, vous pouvez regarder cette vidéo, qui explique que l'accident était dû à une mauvaise interprétation d'un synoptique. En 1980, il y a eu l'apparition des écrans. Donc au début, on a gardé les synoptiques. Donc synoptique, ça va être vraiment les affichages avec plein de petites lampes. Si vous aviez été dans des vieilles entreprises, vous voyez ça, plein de petites LED qui s'allument pour signifier que l'entrée est activée, etc. Le problème avec les synoptiques, c'est qu'il fallait un fil par information. Donc on affichait que ce qui était utile à afficher. Par contre, le désavantage avec les écrans, c'est qu'on a un seul câble pour toutes les informations. Et là, le problème, c'est que l'on veut trop en mettre. Et en 2000, on a eu l'arrivée d'Internet et là, donc, la supervision a explosé. Donc voici un exemple de synoptique. Et nous allons voir ensemble les quelques règles qu'il faut respecter. Voici un exemple d'alarme. Donc par exemple, une alarme va s'afficher selon des règles de priorité. Donc on va pouvoir dire que ça c'est une alarme prioritaire par rapport à une autre. Ça peut donner des outils de gestion. Ça peut assurer l'enregistrement des alarmes. On a la possibilité de faire une historisation, donc un historique, donc de sauvegarder des données. Donc on a la possibilité de refaire fonctionner le synoptique avec des données qui sont archivées. On a tout ce qui est recette, donc recette ça va être changement, donc par exemple au CTA vous avez la machine de chez L'Oréal où on a les flacons et les pots, donc on va pouvoir changer grâce à l'écran si on veut travailler en flacon ou en pot. Et donc ça va gérer tous les paramètres de réglage des machines. Ensuite on peut afficher des courbes. Donc, il y a différents types de produits. Donc, nous, on va travailler avec Siemens, donc Simatic Win CC. Il y a également d'autres marques qui existent et qui fonctionnent plus ou moins de la même manière et qui reprennent les mêmes fonctionnalités. La supervision, on peut en trouver où et quand. Donc, dans la gestion de chauffage et d'éclairage, dans la gestion d'alarme incendie, d'alarme intrusion et dans tout ce qui est contrôle d'accès. On peut également en retrouver dans tout ce qui est pilotage de grandes installations, donc des centrales nucléaires, des stockages et productions d'agroalimentaire. En général, on aura plus une salle avec plein d'écrans de ce type. Donc là, la supervision assure tout ce qui est contrôle et suivi, détection de défauts et énormément. Et donc là, il y a beaucoup de variables analogiques. On va avoir aussi l'utilité de la supervision pour des pilotages d'installations répartis. Donc, quand les installations sont loin l'une de l'autre, ça peut être très pratique. Donc, voici un exemple d'écran. Donc, on voit qu'on a différents types de connexions. Donc, on peut connecter une imprimante, un automate, ça paraît logique. On a une alimentation et on a également des cartes mémoire. Donc, on retrouve notre Manufacturing Execution System, donc qui est vraiment tout ce qui est gestion administrative de l'entreprise. On va avoir notre réseau d'entreprise avec les postes de travail des employés. On va avoir un réseau pour tout ce qui est automate, etc. Donc, on ne va pas mélanger les mails qu'on envoie avec le réseau des automates. Et donc là, on parlera la pyramide SIM. Donc, c'est une pyramide. En bas de la pyramide, on va avoir le bus de capteur actionnaire. Donc, on a peu d'informations à transmettre. On va avoir des informations de quelques bits. Par contre, on veut que le temps de réponse soit très, très faible et que les distances, elles sont limitées. On ne va pas pouvoir faire des kilomètres de câbles avec un capteur actionnaire. Par contre, pour le réseau d'entreprise, donc les mails que l'on va envoyer, là, on va envoyer des gros fichiers. Le temps de réaction, si ça prend 30 secondes à envoyer le mail, c'est pas très grave. Et au niveau des distances, on arrive à énorme. Donc, nous aurons besoin de communication entre un automate et des entrées-sorties qui sont distantes, entre un automate et des capteurs ou actionneurs intelligents, entre automates avec un écran, donc une interface homme-machine, HMI,
ou IHM en anglais, entre des automates et des navigateurs web, et entre des automates et une supervision. Donc la supervision, on va avoir le système SCADA, qui veut dire Supervisory Control and Data Acquisition. Donc la supervision SCADA va être une supervision très importante, donc un HMI, c'est très limité. Et donc on va avoir tout ce qui est envoi de consignes, acquisition de mesures, recherche de cause de l'apparition d'un fonctionnement anormal, envoi vers le procédé d'ordre prioritaire, recherche des conséquences de l'apparition d'un fonctionnement anormal, l'élaboration de solutions, la modification de modèles utilisés pendant le fonctionnement prévu pour revenir à un fonctionnement et collaborer avec les opérateurs humains pour prendre des décisions critiques. Donc dans la supervision SCADA, on a 3 sous-ensembles, la commande, la surveillance et la supervision. Donc la commande, c'est faire exécuter un ensemble d'opérations au procédé en fixant des consignes. La surveillance, donc c'est pour recueillir tous les signaux, ça reconstitue l'état réel du système, ça met en œuvre un processus de traitement. Et la supervision, ça va être de contrôler et de surveiller l'exécution d'une opération de travail. Donc voici le cahier des charges de la supervision SCADA. Voici ce que le MES permet de faire, donc du suivi de production, de la traçabilité. Donc par exemple, quand il y avait eu des problèmes avec les Mars, voilà, il rappelle tous les produits, bah voilà, il y a de la traçabilité. Tout ce qui est maîtrise statistique du procédé, tout ce qui est maintenance des équipements. Alors parlons un peu de la télémaintenance maintenant. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui permet d'agir un peu comme le télétravail, on est en plein dedans. Voilà, d'agir à distance. Donc ça permet de se partager des experts parce que tout le monde ne connaît pas toutes les machines. Ça augmente la mobilité et la disponibilité des hommes. Ça permet de préparer des interventions également. Donc, quand on veut concevoir un écran, une supervision, il faut toujours penser à adapter l'outil au travail et adapter l'outil à l'utilisateur. Donc, toujours, les conditions choisies doivent être les mêmes. Donc, le déroulement du temps dans le même sens de variation. Si on met S pour seconde, on ne met pas après SEC pour seconde. La même position des touches. Vous l'avez l'exemple dans Windows, par exemple, la croix est en haut à droite. Le but est de réduire la charge cognitive. Donc, c'est la charge mentale qu'on va mobiliser pour réaliser une tâche. Donc on va donner des habitudes et des symboliques pour faciliter le travail de l'opérateur. Les problèmes récurrents dans la supervision ou dans un écran, c'est que les gens utilisent trop souvent le poste, donc on ne voit plus les informations. Dans 50% des cas, l'information n'est pas donnée au moment où elle est utile. Et 16% des postes dans un environnement sonore sont gênants. Donc il y a différents types. Vous pouvez retrouver une structure verticale. Dans ce cas, on aura au départ une page d'accueil qui va donner sur des pages un peu plus détaillées, etc. Et on peut avoir également une structure horizontale. Donc pareil pour un agencement fonctionnel et ou géographique. Par exemple, si on a 2 machines l'une à côté de l'autre, on peut choisir une structure horizontale. Donc il y a des principes à savoir. Donc il y a le principe de symétrie. On décompose des images en éléments symétriques. Il y a le principe de proximité, donc les éléments proches sont associés en unité, les éléments qui se ressemblent sont associés en unité. Donc comme on le voit sur cet écran par exemple, ici il y a un affichage trop dense, on ne sait pas ce qu'on veut nous montrer finalement. Donc là ce qu'on voulait nous montrer c'est que les pistolets à peinture sont en marche. Donc il faut le deviner. Donc évitez de surcharger l'écran avec des informations qui ne sont pas strictement nécessaires. On n'a pas besoin de voir les ventilateurs derrière. Donc schématiser la machine au lieu de prendre des photos. Donc une zone, une même signification. Donc les zones à privilégier pour le regard sont les zones où il y a les croix. Créer des invariants de position, ça permet d'attirer l'attention. Minimiser les distances que l'œil doit parcourir. Et la disposition des données doit permettre d'en déduire leur origine. Donc le multi-fenêtrage, donc plusieurs fenêtres les unes au-dessus des autres. Pourquoi pas, mais maximum 3 ou 4 fenêtres sur un même écran, on voit qu'après ça devient illisible. Donc il y a différents chercheurs qui ont travaillé sur des formats d'écran. Donc vous optez pour l'un ou l'autre. Donc le premier format, donc on a le contexte avec les messages d'erreur en haut, on a tout ce qui est zone d'échange au milieu et tout ce qui est commande opérateur, donc les boutons en bas. On a un autre type avec la zone de travail en haut à droite, le contexte de travail en bas, l'aide en bas à gauche et les conseils d'action en haut à gauche. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la zone la plus visible et la plus accessible, c'est forcément au milieu. Il faut savoir que le haut de la fenêtre est aussi très visible, mais elle est peu accessible. Et en bas, donc c'est peu consulté et peu accessible. Donc gardez un espace entre les mots qui est fixe. L'espacement entre les lignes doit être assez important. Minuscule et majuscule, donc préférez plutôt minuscule, car à la forme du mot, on peut reconnaître le mot sans même le lire, alors que quand on est tout en majuscule, tous les mots ont la même forme. Si vous voulez faire des choses qui défilent,
Surtout éviter les fréquences élevées, donc les rapides qui augmentent le stress, et essayer d'éviter quand même. La surbrillance, c'est un bon moyen pour attirer l'attention. Le clignotement, ça attire l'attention, mais il faut pas en abuser. Il faut permettre à l'utilisateur de dire « Ok, j'ai vu et je supprime le clignotement ». L'intérêt des couleurs pour faire ressortir une information, ou pour localiser, ou pour classifier. Donc ça permet de réduire la densité d'information d'un affichage, les couleurs. Donc faites attention au niveau des stéréotypes. Donc chez nous, rouge, danger, orange, prudence, et vert, fonctionnement en sécurité. Faites attention aux règles de couleur, donc on voit que ça c'est des très mauvais exemples. Par contre, on conseillera sur fond sombre les couleurs blanc, vert, jaune, orange et cyan. Et sur un fond gris, les couleurs vert, rose, bleu, jaune, cyan et rouge. Ne pas utiliser plus de 4 à 6 couleurs, après ça rend incompréhensible. Si vous voulez choisir un contraste élevé, choisissez ce type de couleur. Et si vous voulez un contraste peu élevé, ce type de couleur. Donc faites attention au niveau des stéréotypes. Donc pour nous, Européens, rouge, ça veut dire danger. Vous voyez que le rouge, pour 50% des Américains, ça veut dire en marche. Donc faites attention dans le pays où vous êtes, si les stéréotypes sont les mêmes que pour vous. Au niveau des icônes, c'est un bon moyen de donner des infos claires et rapides. Il ne faut pas en utiliser trop cependant. Attention aux schémas et dessins, à ne pas faire de recherches trop artistiques qui rendraient ça illisible. Donc pour les affichages analogiques, on peut utiliser des courbes. On a le cas ici. Attention de ne pas surcharger et de mettre, comme dans l'exemple ici, 6 courbes l'une sur l'autre. Dans ce cas, ça devient incompréhensible. Vous pouvez aussi choisir un bar graphe ou un compteur pour tout ce qui est analogique. Mais là, ici, plus sans mémoire. On veut savoir la température qu'il fait dans la pièce. On n'a pas besoin de savoir la température qu'il faisait il y a 3 heures.